Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. Voici les titres de l'actualité de ce lundi 12 mars. Le président Uhuru Kenyatta et l'opposant Raila Odinga, les deux frères ennemis, désormais réconciliés. Des retrouvailles inattendues après des mois d'une âpre bataille politique. Débat et décryptage avec nos invités de ce spectaculaire rebondissement au Kenya. Au programme également l'accord entre Djibouti et le singapourien Pacific International Lines pour booster le transit de marchandises du port de Doralé. Ce partenariat avec l'un des géants du fret asiatique devrait permettre une hausse du volume à hauteur de 33% par an. Dans notre Zoom Société, les Burundais, les RD congolais toujours plus nombreux à rejoindre la Tanzanie. Le pays est devenu un lieu de refuge pour des centaines de milliers d'entre eux. Se pose alors la question de la prise en charge, notamment celle des enfants. Et pour débattre de cette actualité avec moi sur ce plateau, monsieur Alexis Mohamed, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargé de mission auprès du président de la République de Djibouti. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Avec moi également, monsieur Makaïla Gedla, bonsoir. Bonsoir Zara. Vous êtes journaliste, blogueur. Merci à vous également d'avoir répondu présent. Jean-Marie Bitomo, notre éditorialiste, est également à mes côtés. Bonsoir Jean-Marie. Bonsoir Zara et bonsoir à tous nos téléspectatrices et téléspectateurs. Commençons donc par l'actualité politique. Poignée de main, appuyée, autre accolade. Le président Uhuru Kenyatta et son adversaire Raila Odinga ont donc décidé d'enterrer la hache de guerre. Ils se sont rencontrés vendredi dernier, un rapprochement pour le moins surprenant compte tenu des événements de ces derniers mois avec un Raila Odinga qui n'a jamais reconnu la réélection du chef de l'État et qui s'est même autoproclamé président du peuple. Et du côté du pouvoir, on rejetait jusqu'ici toute idée de dialoguer avec lui, mais dans les deux camps, martèle-t-on désormais les différends? C'est terminé. Corinne Kamzefen. Construire les ponts d'une nouvelle nation, c'est le titre du document de 8 pages signé ce 9 mars par le président Uhuru Kenyatta et l'opposant historique Raila Odinga pour consacrer leur réconciliation. Le document est un rapport autocritique sur le Kenya depuis l'époque des pères fondateurs. La poignée de main échangée entre le président et l'opposant Raila Odinga ce 9 mars traduit surtout la détermination à construire ensemble un Kenya débarrassé des querelles intestines. Tout au long de notre histoire depuis l'indépendance, nous avons eu des doutes sur la manière dont nous menons nos affaires au regard des divisions croissantes sur des lignes ethniques, religieuses et politiques. Malheureusement, nous avons répondu à nos défis essentiels en les fuyant. Le temps est venu de nous confronter à ces divergences et de les résoudre. Le document signé lors de cette rencontre va soutenir un programme de reconstruction socio-économique et politique du pays. Les questions tribales, les crises liées aux élections et l'exclusion devront être combattues pour préserver les prochaines générations. Certains observateurs estiment que l'opposant Raila Odinga, comme en 2008, pourrait obtenir une place de choix dans ce programme de reconstruction. L'avenir qui pourrait être celui de Raila Odinga est celui d'une force d'appoint au régime en place en termes donc de contribution, en termes d'accompagnement et en termes de maintien de la stabilité politique. C'est vrai que personnellement, il lui sera difficile d'assumer des responsabilités institutionnelles de haut niveau, étant donné l'âge qui est le sien à l'heure actuelle. Mais rappelons-nous qu'il est le dirigeant d'une tendance politique et d'une force politique qui comprend de nombreux jeunes politiques à même donc d'assumer les responsabilités. Donc le fait d'être en tandem avec le régime en place à l'heure actuelle peut permettre à Raila Odinga de jouer un rôle secondaire très important qui peut aussi constituer un boulevard pour sa tendance politique dans les années à venir. Ce rapprochement entre les deux leaders avec une vision commune de reconstruction pourrait véritablement mettre un terme à un triste épisode lancé après les élections générales d'août 2017. Alors voilà ce que dit Raila Odinga. Mon frère et moi sommes ici aujourd'hui pour dire que les dissensions doivent s'arrêter. C'est donc ce que déclare le leader de la NASA, Makaïla Gedla. Leur geste purement symbolique ou alors geste pouvant véritablement permettre une sortie de crise au Kenya? Écoutez, excusez-moi Zara, donc je pense que ces gestes interviennent dans un contexte un peu particulier, lié notamment aux élections qui ont eu lieu
en août dernier et que, comme vous connaissez très bien, la situation au Kenya est souvent dominée par un conflit identitaire, un conflit ethnique entre d'un côté la communauté du président sortant et de l'autre côté la communauté de son opposant challenger qui n'est autre que Raila Odinga. Aujourd'hui, je pense que c'est un geste d'apaisement, un sens de réconciliation, comme on l'a dit, et cela traduit la détermination des partis de pouvoir quand même réconcilier les Kenyans et de vivre ensemble. Et je pense que ce qui a été dit aujourd'hui est très important, symbolique, et ça peut être vraiment, ça peut être aussi un geste pour l'ensemble des pays africains où les questions en fait, politiques, les questions ethniques dominent les enjeux politiques. Je pense que c'est encourageant en termes d'unité nationale, c'est encourageant en termes de cohésion nationale, mais aussi de permettre au Kenya de relancer effectivement sa perspective sur tous les plans. Jean-Marie Bitomo, vous aussi, vous y croyez à cette réconciliation? J'y crois tout simplement. Pourquoi? Parce que bon, l'environnement politique du Kenya est un environnement politique qui est relativement assaini. Il ne faut pas oublier une chose, Zara, c'est que lors de ces élections-là, le Kenya nous a montré que c'est un pays qui est mature démocratiquement parlant. C'est un des rares cas en Afrique où vous avez eu une élection qui est annulée, comment dirais-je, par la Cour suprême, c'est-à-dire de cet État-là. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas compris au départ pour quelle raison est-ce que l'ancien Premier ministre qui est opposant aujourd'hui, il ne faut pas l'oublier, c'est l'ancien Premier ministre de Kenyatta, qui est aujourd'hui, comment dirais-je, opposant. Donc à partir de là, dès que vous avez des dispositions constitutionnelles qui vous permettent, comment dirais-je, d'analyser les choses, vous avez des voies de recours en cas de litige électoral. Donc à partir de là, moi j'estime que c'est une décision qui est très très sage, dans la mesure où elle contribue à stabiliser le pouvoir, comment dirais-je, la scène politique kenyane en tant que telle. Et maintenant, on doit se tourner tous vraiment maintenant pour le développement du pays en tant que tel. Parce que ce soit M. Odinga, que ce soit M. Kenyatta, c'est le Kenya. Ce Kenya-là appartient à tous les Kenyans en tant que tel. Quand vous avez un pays qui prend des avancées, si vous voulez, constitutionnelles, en garantissant la régularité et la clarté des élections en tant que tel, moi, je n'ai pas compris, si vous voulez, la première décision de M. Odinga au départ. Et là, maintenant, je comprends, c'est une main qui est tendue et j'espère bien que, comme je disais tout à l'heure, comme notre invité l'a dit tout à l'heure, Zara, que beaucoup de pays africains vont suivre ça. N'oubliez pas une chose, nous sommes des Africains et nous avons une façon de fonctionner qui est particulière en Afrique, qui est, si vous voulez, la justice chez nous se fait consensuellement en tant que tel. Donc ce consensus-là, les Africains doivent le garder. Moi, il y a un pays, si vous voulez, qui me fait plaisir dans ce sens-là en Afrique, c'est le Ghana. Quand vous regardez ce qui se passe au Ghana, tout président qui arrive appelle ses prédécesseurs pour les consulter, pour mettre en place une politique globale. Il ne faut pas que nous, les Africains, qu'on se dise que nous vivons tous dans nos différentes nations, avec nos différences, nous sommes tous, comment dirais-je, des Djiboutiens, des Camerounais, des Tchadiens, des Sénégalais, des Ivoiriens. C'est le pays de tout le monde. Donc, cette décision-là me semble très, très sage. Est-ce que ce n'est pas quand même assez surprenant? Ce n'est pas une décision assez soudaine qui coïncide quand même avec la venue au Kenya de Rex Tillerson, le secrétaire d'État américain, qui, on sait, hein, les diplomates ont mis la pression un petit peu sur le pouvoir kényan et sur l'opposition pour parvenir à cette réconciliation. Alexis Mohamed. Pour ce qui me concerne, je ne le pense pas. Je pense que Jean-Marie Bitomo l'a bien exprimé. Aujourd'hui, il y a cette maturité, cette responsabilité recherchée de la part des Africains et de la part également de politiques. Et je pense que pour raisonner et enfin pérenniser la stabilité, que ce soit au Kenya ou ailleurs, je pense qu'on ne doit pas négliger aujourd'hui cela. Les Africains sont aujourd'hui matures, sont aujourd'hui éduqués, et je ne pense pas qu'il y ait une pression quelconque pour aujourd'hui permettre justement cet accord consensuel et également, je vais dire, le cheminement de ce qui a pu s'est passé au Kenya. Je pense que vous l'avez bien exprimé. Aujourd'hui, le Kenya est un pays extrêmement mature et effectivement, la décision ou les différentes décisions, en tout cas du Conseil constitutionnel pour annuler, est une première en Afrique. Je pense que partant de là, je ne pense pas qu'une pression quelconque ait pu permettre aujourd'hui cette avancée entre les deux chefs d'État, enfin entre les deux candidats. Justement, je voudrais rebondir sur ce qu'il disait tout à l'heure, notre invité, c'est qu'aujourd'hui, la réconciliation permet de sortir du piège mortel qui est l'ethnicité
dépolitisation du champ politique. C'est qu'on nous a habitués en Afrique, effectivement, le levier identitaire est devenu un ascenseur politique pour certains acteurs politiques. Donc je pense que les Kenyans sont en train de décomplexer ces rapports et permettre effectivement aux autres pays de s'inspirer pour qu'on essaie de sortir et que la démocratie ne peut se faire sur des bases quand même ethniques, elle doit se faire sur des bases quand même démocratiques, donc du coup, et des valeurs démocratiques. Donc je pense qu'à partir de là, ça peut mailler, ça peut impacter un certain nombre de pays de la sous-région et que pourquoi pas effectivement l'ensemble du continent africain. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que les Kenyans ont envoyé un signal déterminant et les deux acteurs politiques qui sont majeurs et surtout ils appartiennent à des communautés importantes du Kenya. Donc je pense qu'il est encouragé et comme disait Alexis, s'il n'y a pas de pesanteur extérieure, je pense que ça montre la souveraineté nationale de ces pays-là. Maintenant, je pense que c'est intéressant de voir le jour à venir, est-ce que la cohésion sociale pourrait être mûrie, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, en termes de maturité politique. J'estime que la chose essentielle, si vous voulez, Zara, chez nous en Afrique, c'est de pouvoir transcender ces différences ethniques-là qui pourrissent le développement de nos démocraties en Afrique en tant que telles. Quand on crée c'est vrai que quand on crée un parti politique, il a un ancrage régional, mais il faut très très vite faire pour essayer de dépasser, si vous voulez, cet aspect régionaliste-là du parti et faire appel à des compétences. C'est-à-dire, les chefs de nos partis politiques doivent faire appel à des compétences nationales en tant que telles. Et ça, ce sera vraiment un facteur qui permettra en sorte qu'en Afrique, nos démocraties, si vous voulez, fleurissent très 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 rapidement et que les scènes politiques africaines soient stabilisées. C'est-à-dire ce dépassement-là est très très important. Est-ce que ce rapprochement n'est pas quand même de circonstances? On sait que, alors tout à l'heure j'ai évoqué la pression peut-être américaine, mais il y a aussi quand même, et ça c'est avéré, Raila Odinga, qui est extrêmement contesté au sein de la NASA avec les principaux lieutenants véritablement qui sont en train de le lâcher. Donc ça coïncide quand même avec un moment de perte de vitesse, en tout cas pour lui au sein de la NASA. Alexis Mohamed. Non, moi je ne pense pas. Je leur ai dit encore une fois. Je pense que ce qui peut s'être tramé en termes de politique interne, hein, que ce soit dans le groupement politique de chacun, je pense qu'au-delà de tout ça, je pense qu'il y a une véritable prise de conscience aujourd'hui sur la nécessité à faire valoir justement cette maturité politique. Et je pense que les Africains sont aujourd'hui prêts, sont là également pour accompagner les processus démocratiques, accepter également les règles démocratiques. Et je pense que ce n'est pas parce que tout le monde fuit, comme vous venez de dire, que forcément ça l'a incité à aller... Il y a quand même quelques semaines, il menaçait quand même de mettre en place un gouvernement parallèle. C'était il y a à peine quelques jours. Vous savez, c'est tous les jours qu'on vous savez, Zara, dans la politique, c'est quoi? La politique, si vous voulez, vous n'avez pas une réalité simple en politique. La politique, c'est quelque chose de complexe. C'est pas obligatoirement... Qu'est-ce qui nous dit aujourd'hui que M. Odinga n'a pas réfléchi de lui-même, c'est dire que franchement la voie que je suis en train de prendre est une mauvaise voie par rapport à l'ensemble du pays. Parce que là, s'il avait continué ce qu'il faisait, par rapport à ce qu'Alexis disait tout à l'heure, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous prenez la déstabilisation du pays en tant que tel. Parce que ce n'est pas seulement la dimension politique qu'il faut voir là-dedans, il faut voir aussi la dimension économique. Nous parlons toujours sur ce plateau, si vous voulez, de résorber le chômage des jeunes en Afrique et tout ce qui s'ensuit. Si vous déstabilisez c'est-à-dire vous déstabilisez tout un pays, tout simplement pour des questions personnelles. C'est ça qu'il faut que nous comprenions en Afrique. On ne doit pas déstabiliser un pays pour des questions personnelles. Je veux bien qu'il y ait une compétition pour le pouvoir, mais il faut quand même privilégier l'essor du pays, le développement, la croissance économique. Et c'est ça qui résout les autres problèmes politiques dont on parle. Parce que si vous avez résolu les problèmes économiques, à partir de là, vous créez des emplois, vous stabilisez l'économie, vous donnez confiance, si vous voulez, aux citoyens de cet État-là. Donc à partir de là, les choses sont relativement claires. Moi, de mon point de vue, j'ose croire, comme Alexis le disait tout à l'heure, c'est que ce n'est pas une pression externe qui a pousser M. Odinga. Alors, elle peut très bien être interne au sein de la NASA. Ouais, elle peut aussi être interne. Vous avez parlé de la NASA là tout à l'heure. Bon, M. Odinga a déjà un certain âge. Moi, je le prends sur ce plateau. Il faut un renouvellement quelque part, si vous voulez, du personnel politique en Afrique, ou alors mettre les jeunes, si vous voulez, dans les partis politiques et leur faire comprendre qu'ils ont la possibilité de pouvoir accéder, si vous voulez, à cette magistrature suprême qu'on regarde là. Donc, si vous avez des dissensions à l'intérieur, si les dissensions sont d'ordre, si vous voulez, uniquement pour
le pouvoir en tant que tel. Pour moi, ça me semble des choses qui peuvent être surmontées en tant que telles. Tout à fait, mais nous aussi, pour abonder dans le même sens que les gens disaient, c'est qu'à l'époque, sur ce plateau, on avait déjà critiqué le positionnement, le refus d'accompagner et de participer à l'élection présidentielle. Et donc aujourd'hui, l'histoire donnerait un peu raison à certains analystes politiques qui avaient déjà reproché à Raila Odinga. Il est en train de clarifier son positionnement, c'est ça? Absolument. Il se rachète en quelque sorte, il se rachète et il redevient, comme disait quelque part votre analyste tout à l'heure, il disait que Raila Odinga ouvre un nouvel boulevard devant lui, boulevard politique qui pourrait quand même lui être un peu bénéfique ou bien en termes d'enjeux politiques. Alors, les contours, bien sûr, de cette collaboration restent au flou, mais vous voulez intervenir. Juste pour rebondir, parce que vous parliez justement des revirements, mais c'est tous les jours en politique qu'on voit des revirements. C'est selon nos intérêts, enfin les intérêts des uns et des autres. Là, il s'agissait justement de l'intérêt national, donc qu'il fallait dialoguer. L'intérêt supérieur de la nation, en tant que tel. Il fallait dialoguer, qu'il fallait également être en accord sur beaucoup de choses, et c'est ce qui s'est passé. Donc les revirements politiques existent et nous en voyons tous les jours des partenaires ou des gens, ou en tout cas des amis ou des ennemis qui ne voulaient pas se parler et qui veulent aujourd'hui se parler. C'est le cas également entre les États-Unis et la Corée du Nord. Aujourd'hui, par exemple, les États-Unis sont disposés à vraiment dialoguer avec la Corée du Nord. Donc le revirement, c'est selon les intérêts des uns et des autres, mais là, il s'agit, comme Jean-Marie Bittemont le disait, de l'intérêt justement suprême de la nation, et je pense qu'il y a vraiment matière à saluer ces gestes de responsabilité. L'intérêt suprême, quand même, la présidentielle, c'était au mois d'août, second tour au mois d'octobre, donc l'intérêt a tardé à venir. Il faut plutôt voir, pour le moment, comme tu l'as dit, on s'éloigne d'élections prochaines qui auront lieu peut-être dans 5 ans, et je pense qu'ils ont plutôt miré dans le sens des stabilités politiques et de la cohésion nationale, qu'il faut vraiment mettre à l'actif de cette réconciliation nationale qu'ils ont initiée. Alors, sans forcément aller vers les spéculations, est-ce que cette collaboration peut se traduire par un poste au sein du gouvernement pour Raila Odinga? Pas obligatoirement, de mon point de vue, si vous voulez. J'ai toujours dit la chose suivante. C'est-à-dire pour que nous ayons des démocraties fortes en Afrique. Il faut que les oppositions construisent un programme qui tienne la route, pas qu'on ait des collaborations, si vous voulez. On ne va pas faire des gouvernements d'union nationale un peu partout en Afrique. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il faut de temps en temps que vous ayez des points de vue qui sont divergents quelque part pour pouvoir permettre à chacun, quand il passe au pouvoir, de pouvoir apporter quelque chose de consistant et de constant, c'est-à-dire à son pays en étant au pouvoir. Donc à partir de là, moi je donne mon point de vue. Évidemment, maintenant, je ne suis pas le conseiller de M. Odinga. Je ne suis pas son conseiller. Il vaut mieux qu'il construise, maintenant qu'il reste dans l'opposition, et qu'il construise quelque chose de crédible pour son pays. Maintenant, nous avons vu les dispositions constitutionnelles qui sont en place. Il pourrait peut-être être élu la prochaine fois. Si ce n'est pas le cas, qu'il laisse sa place à un jeune. C'est comme ça qu'on construit les démocraties, pas tout simplement. On a dépassé, si vous voulez, nos unions nationales des années post-indépendance, post-coloniale et tout ce que vous voulez. Nous avons dépassé ça. Donc, les Africains, mettons-nous en tête de construire, si vous voulez, des programmes, des plateformes programmatiques qui permettent à nos populations aussi, parce que ça c'est très très important. C'est-à-dire, on le regrette souvent sur ce plateau que les taux de participation aux élections ne sont pas terribles. Tout simplement, pourquoi? Parce que les partis politiques ne font pas le travail qu'il faut faire à la base. Le travail qu'il faut faire à la base est le suivant. C'est qu'il faut faire des citoyens, des vrais citoyens en tant que tels. Pas des citoyens de seconde zone qui sont capables de comprendre la politique rien qu'au moment des élections. Il faut essayer, si vous voulez, d'éduquer ces gens-là à ce que c'est que la politique. Donc, si vous avez un parti, les unions, comme je disais tout à l'heure, les partis d'union nationale sont terminés chez nous à Zahara. Donc, à partir de là, l'opposition doit tenir son rôle en tant que tel, en étant sûr aussi que les tenants du pouvoir vont respecter les règles du jeu dont parlait Alexis là tout à l'heure. Merci beaucoup à tous les trois. On va marquer une courte pause. Restez avec nous, à tout de suite.